commencer cette audition, puisque nous avons des délais contraints, et Madame la Présidente a également des délais contraints. Je voudrais la remercier parce que je voulais absolument qu'on fasse cette audition avant la coupure de la session. Et les agendas des uns et des autres étaient compliqués à mettre en phase. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame la Présidente de la Commission de régulation de l'énergie, que nous connaissons bien dans cette commission pour d'autres raisons, pour échanger avec elle sur l'actualité de la régulation des marchés de l'électricité et du gaz. C'est une actualité qui est riche en France avec ces derniers jours l'application d'une pénalité, nous venons d'en parler, d'1,6 milliard aux fournisseurs alternatifs dans le cadre de l'Arenh, ou la substitution d'un prix de référence aux tarifs réglementés de vente du gaz, ou encore la préparation de la future loi quinquennale sur l'énergie, de programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est aussi une actualité qui est riche en Europe, avec depuis quelques mois les négociations en cours sur la réforme du marché européen de l'électricité, où le paquet ajustement à l'objectif 55, que nous connaissons bien. Notre commission et son groupe d'études énergie, son président Daniel Gremillet étant bien sûr là, sont très mobilisés sur le sujet depuis de nombreux mois. Nos collègues Dominique Estrosi, Sassone et Fabien Gay ont juste rendu leurs conclusions de la mission d'information, c'est les conditions d'utilisation à l'Arenh. Juste avant votre audition, le rapport a été, Madame la Présidente, voté à l'unanimité de tous les groupes. De plus, notre collègue Daniel Gremillet, président du groupe d'études énergie, a fait adopter 2 propositions de résolution européenne sur la réforme du marché de l'électricité. La première sur les pouvoirs des autorités de régulation, la seconde sur les outils de financement et de protection. Enfin, nous avons beaucoup légiféré cette année avec la loi d'accélération sur les énergies renouvelables qui avait été confiée à notre collègue Patrick Chauvet, ici présent, et celle de l'accélération sur l'énergie nucléaire, dont notre collègue Daniel Gremillet avait eu aussi la charge, et donc ils vous interrogeront. Quant à moi, je souhaiterais vous poser 2 questions introductives sur la protection des consommateurs. Tout d'abord, quelle appréciation portez-vous sur le bouclier tarifaire et l'Arenh Plus ? Ont-ils vraiment permis de protéger les consommateurs résidentiels aux tarifs réglementés de vente d'électricité dans le premier cas et les autres consommateurs résidentiels et professionnels dans le second cas ? Le coût du bouclier tarifaire de 45 milliards d'euros selon l'État et du relèvement de l'Arenh de 8 milliards comme nous venons de le voir sont-ils justifiés ? Plus encore, quel jugement portez-vous sur l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz? Comment s'effectue la sortie de ces tarifs qui ont concerné 3 millions de clients résidentiels, c'est-à-dire 7,5% de notre consommation de gaz en 2021? La CRE, le médiateur de l'énergie, ont-ils organisé une campagne d'information du grand public comme le prévoit l'article 63 de la loi énergie-climat de 2019? Et le futur dispositif de prix de référence est-il suffisant pour protéger les consommateurs de la flambée du prix du gaz? Voilà les questions que je voulais vous adresser avant votre propos liminaire. Et ensuite, je passerai la parole d'abord à nos collègues Daniel Gremillet, Patrick Chauvet et puis Fabien Gay, Dominique Estrosi Sassone. Voilà, Madame la Présidente. Et le tout doit être terminé vers 50, si j'ai bien compris. Enfin, 11h50. 45 dans un monde idéal. Mais... Voilà, 45 dans un monde idéal, 50 dans le monde du Sénat. Voilà. Je suis à disposition du Sénat, Madame la Présidente, vous le savez. Donc, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, les sénatrices et sénateurs, merci de me donner l'opportunité de cette audition. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous avons eu des relations approfondies et au titre de la présidence de la CRE, je tiens vraiment à maintenir des relations de proximité avec l'Assemblée et le Sénat. Ça me paraît extrêmement important. Vous avez aujourd'hui en primeur notre rapport d'activité 2022. Nous, on ne l'a pas encore eu au bureau, il ne nous a pas encore été livré, donc vous avez vraiment les premiers exemplaires. Voilà, donc je repars avec. Et ça vous donnera les éléments de la base de ce que nous avons fait l'année dernière. Je pense que c'est un document qui peut être éclairant pour vos travaux. Au-delà, nous sommes très mobilisés actuellement sur la préparation des éléments qui permettront de soumettre au vote la prochaine loi de programmation énergie-climat et des textes réglementaires qui vont avec, la programmation pluriannuelle de l'énergie et la SNBC notamment, avec 3 grands objectifs qui sont, de mon point de vue, les 3 grands enjeux des années qui viennent. Le premier, c'est engager le pays vers la neutralité carbone en 2050, donc la transition écologique, mais surtout de franchir un palier qui sera difficile à franchir autour des années 2030 à 2035.
Le deuxième, c'est renforcer la sécurité d'approvisionnement. C'est un sujet qu'on a vu apparaître au moment de la crise avec la guerre en Ukraine et qui en fait est absolument clé et sur lequel nous avons encore des défis. Et le troisième, c'est de permettre à tous les consommateurs, les particuliers, les entreprises, les industriels, de bénéficier d'une énergie à la fois suffisamment abondante et à des prix raisonnables qui permettent de maintenir le pouvoir d'achat d'un côté et la compétitivité de l'autre. Et ce sont trois objectifs ambitieux, mais trois objectifs à atteindre. Sur la production décarbonée et le mix énergétique, quelques mots. On a maintenant, grâce à RTE, que vous auditionnez, je crois, soit avant l'été, soit après, des éléments sur la trajectoire énergétique qui montrent l'ambition et les paliers à atteindre. Dans la précédente PPE, les hypothèses étaient des hypothèses de stabilité du besoin d'électricité. Et donc, les questions se concentraient sur la répartition à l'intérieur d'un besoin et d'une production stable du mix électrique. On n'en est plus du tout là. À chaque fois qu'RTE fait des prévisions et les actualise, RTE augmente encore le besoin d'électricité du pays. On est à 460 TWh aujourd'hui et on parle de 800 TWh en 2050 avec une première étape qui pourrait être à 650 TWh dès 2035. Pour le seul secteur industriel, on passerait de 120 à 180 TWh d'électricité. Donc nos besoins électriques sont considérables et l'enjeu va être vraiment d'avoir un système de production et de distribution et de transport et de réseau qui répondent à ça. En termes de production, ça veut dire du point de vue de la CRE, développer à la fois le nucléaire et les ENR. La CRE est peu compétente sur le développement des infrastructures nucléaires, même si à travers la tarification, on a évidemment un rôle. Sur les ENR, on est l'un des acteurs puisque nous opérons les appels d'offres pour le compte du gouvernement. Et donc, nous serons un des acteurs de l'ambition de plus 40 gigawattheures de puissance sur l'éolien offshore, du développement maîtrisé de l'éolien terrestre et du développement du photovoltaïque, tout type de photovoltaïque, que ce soit sur toiture ou au sol, avec bien sûr les préoccupations de non-artificialisation et de développement d'un agrivoltaïsme qui permettent de protéger aussi notre modèle agricole. Nous sommes évidemment à la fois volontaristes et un peu inquiets, volontaristes en accompagnant tous ces appels d'offres et en travaillant très précisément avec le gouvernement sur les modalités des appels d'offres, des guichets tarifaires, et inquiets parce qu'il faut vraiment qu'on accélère. On n'y est pas encore. La volonté est là. La question de l'acceptabilité se pose, évidemment, vous connaissez ça très bien. Et il faut qu'on arrive à trouver les moyens de développer à la bonne vitesse le PV, le solaire et l'éolien en particulier. Sur le mix énergétique, la deuxième question, c'est la complémentarité des énergies. Pour nous, elle est essentielle. Nous sommes le régulateur non seulement de l'électricité, mais aussi du gaz. Demain, peut-être de l'hydrogène, de la capture du carbone. On a besoin de toutes les sources d'énergie. On a besoin d'électricité. On a besoin de gaz de plus en plus décarboné. Mais pour l'instant, on ne tient pas notre équilibre énergétique sans gaz. On a besoin de réseaux de chaleur aussi. Et probablement avec un travail de grande proximité à faire sur la complémentarité gaz et réseaux de chaleur qu'on pourrait développer encore. On l'a assez largement mis en évidence dans le rapport qu'on a publié récemment sur les infrastructures gazières. Le gaz a vocation à être totalement décarboné. Le facteur limitant va être notre capacité à produire du gaz vert sur le territoire français, avec de la méthanisation et potentiellement d'autres procédés de production, mais qui eux-mêmes nécessitent soit de l'électricité pour faire de l'hydrogène, pour ensuite pouvoir faire de la méthanation, soit d'autres types de techniques. Dans les hypothèses les plus élevées de production de biogaz, ou de gaz de synthèse vert, on est à peu près à la moitié de la consommation actuelle en 2050, ce qui veut dire de toute façon une division par deux de notre consommation de gaz pour atteindre notre objectif de décarbonation complet en 2050, ce qui veut dire une évolution des usages. Du point de vue de la CRE, une évolution maîtrisée et maîtrisée dans la durée des usages parce qu'on ne sait pas reporter brutalement les usages de gaz vers les usages de l'électricité pour des questions de gestion de la pointe et des questions de réseau. Ça m'amène au point sur les réseaux. Ça va vite potentiellement devenir le facteur bloquant de toute la transition écologique. Donc les réseaux, c'est le cœur du métier de la CRE, puisque la CRE a été créée pour ça à la base, un régulateur des réseaux. Nous démarrons, on fait plus que démarrer. Nous sommes en plein boom de la négociation des tarifs de réseau gazier pour les 4 prochaines années.
Nous ferons les tarifs des réseaux électriques l'année prochaine. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. En électricité, la question, c'est d'accompagner aussi vite que possible le développement des investissements qui doivent couvrir les raccordements, à la fois raccordement des très grosses installations de type éolien offshore, mais aussi les installations toutes petites de production d'énergie renouvelable décarbonée. Les investissements sont considérables. On va passer de 1,5 milliard d'euros par an à 2,5 pour RTE et on va passer de 4 à plus de 5 milliards d'euros par an pour Enedis. Donc il faut que les tarifs soient en capacité d'absorber ces besoins d'investissement complémentaires. Et puis, on a une question de délai, de faisabilité, donc de filière industrielle pour être capable d'accompagner la filière réseau. On a aussi du renouvellement à faire, des interconnexions à faire. Donc, en électricité, on a un développement massif devant nous. En gaz, on est dans une situation différente avec un effet ciseau, c'est-à-dire des infrastructures qu'on va garder jusqu'à 2050 dans la très grande majorité des infrastructures et une consommation qui va baisser. Donc, un tarif unitaire qui mécaniquement augmente si vous avez les mêmes coûts à répartir sur moins de consommation. Et donc des enjeux d'évolution de régulation tarifaire importants qu'il faut qu'on démarre maintenant pour que cet effet ciseau soit à peu près acceptable et supportable par les consommateurs. Je voudrais insister dans ce point-là sur la flexibilité, c'est-à-dire qu'en électricité en particulier, une partie de la réponse est dans le développement des réseaux, une autre partie de la réponse est vraiment dans le développement des moyens de flexibilité, tout type de flexibilité, le stockage, que ce soit des batteries ou des flex, l'effacement, le déplacement de la consommation, la réduction de la consommation à la pointe et bien sûr la sobriété. Donc la CRE a fait de la sobriété un de ses axes d'action, ce qui est assez nouveau puisqu'on est indirectement concerné par la sobriété, mais dans les incitations tarifaires, on peut travailler sur la sobriété. Et on va continuer à soutenir tous les moyens de flexibilité parce qu'on ne saura pas faire simplement physiquement en développement de réseau si on n'associe pas ça à de la sobriété et à de la flexibilité. J'en viens peut-être maintenant à la question du fonctionnement du marché, donc la protection du consommateur, et ça me permettra de répondre à vos deux questions, Madame la Présidente. Pour que tout ceci fonctionne, il faut parallèlement que les prix de l'électricité et du gaz soient supportables à la fois pour nos concitoyens et pour les entreprises et les industriels. C'est l'enjeu de tout le travail qui est en cours dans la réforme européenne du marché de l'énergie, enfin du marché de l'électricité, avec la volonté de faire émerger des prix long terme sur le marché de gros et que ces prix long terme se répercutent sur le marché de détail. Donc, comme vous le savez, la discussion n'est pas achevée à Bruxelles. La présidence suédoise n'a pas permis d'aboutir, donc le sujet est repris en présidence espagnole. Et puis, en parallèle, nous sommes en train d'actualiser le rapport que nous avions produit en 2020-2021 sur le coût complet du nucléaire pour permettre au gouvernement français de proposer au Parlement les modalités de régulation franco-française du nucléaire. En attendant, pour répondre à vos deux questions, vous le savez, ce n'est pas une surprise et je suppose qu'on aura une discussion sur ce sujet. Du point de vue de la CRE, l'Arenh est un mécanisme qui protège effectivement le consommateur final. Donc du point de vue de la CRE, l'Arenh n'est pas un mécanisme qui enrichit les fournisseurs alternatifs et nous veillons en mobilisant tous les outils que nous avons à notre disposition, dont ceux que vous nous avez donnés, à lutter contre les éventuels abus. Et c'est vraiment une préoccupation importante. Mais l'Arenh permet de vendre pas trop cher, enfin probablement pas assez cher aujourd'hui, puisque les 42 € ne sont pas représentatifs du coût actuel du nucléaire, mais en tout cas permet de transférer un prix plus bas au consommateur final. Et donc, dans ce cadre, du point de vue de la CRE, l'Arenh Plus a contribué à limiter un peu les prix, pas tellement pour les consommateurs individuels qui étaient couverts par le bouclier par ailleurs, mais pour les entreprises, pour l'exercice 2022. Et en ce qui concerne bouclier et amortisseur, de mon point de vue, le bouclier a réellement couvert très efficacement les consommateurs individuels et tous ceux qui étaient susceptibles d'être au TRV, avec une dépense budgétaire importante. On est en train de réévaluer les charges de CSPE. On délibère le 13 juillet. L'ordre de grandeur pour 2023, donc les charges du bouclier qui vont peser sur l'exercice budgétaire 2023, soit au titre de 2023, soit au titre des rattrapages des années précédentes, sont autour de 30 milliards d'euros. C'est l'ordre de grandeur.
C'est un investissement de la nation effectivement extrêmement important, mais qui a permis de limiter les hausses à 4% en 2022 et 15% en 2023. Ce qui met pour le consommateur individuel le prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe en France. En ce qui concerne l'extinction des TRVG, c'était aussi une préoccupation très importante quand je suis arrivée. C'est un des sujets que j'ai souhaité qu'on regarde le plus près possible. Il me semble que l'accompagnement fait par le médiateur et par nous-mêmes fonctionne plutôt bien. Nous avons beaucoup travaillé sur beaucoup de points. Le premier, c'est l'offre passerelle. Donc vérifier avec Engie que l'offre par défaut, qui est l'offre dans laquelle basculent les consommateurs qui n'ont pas choisi de sortir des TRVG, ou en tout cas qui n'ont pas choisi un nouveau fournisseur, que cette offre est une offre acceptable. Et cette offre, elle est très proche des TRVG actuels. Et donc on peut dire que les consommateurs qui passent en offre passerelle seront dans une situation qui, de mon point de vue, est satisfaisante. Par ailleurs, nous avons cherché à éclairer les consommateurs pour qu'ils puissent choisir un fournisseur dans de bonnes conditions. Donc, au-delà de tous les courriers formels qui ont été envoyés par les gestionnaires des tarifs réglementés conformément à la loi, et il y a eu une série de courriers, nous avons décidé de produire un prix repère qui permet aux consommateurs d'avoir une idée de où est le marché en choisissant son fournisseur. Les choix de fournisseurs se font plus ou moins maintenant. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de chiffres sur le nombre de personnes qui ont choisi un fournisseur récemment. Je pense qu'on ne les aura pas tout de suite. On les aura probablement au deuxième semestre. Néanmoins, ce prix repère est connu. Il est repris par le comparateur du médiateur avec lequel on travaille étroitement. Je pense que ça permet aux clients d'éclairer leur choix de fournisseur dans une période dans laquelle il faut que les clients se décident à choisir désormais un fournisseur. Je rappelle quand même que les TRVG fixés par la CRE étaient fixés à partir d'une formule de calcul où 85% du prix était mensuel, il me semble, et le reste trimestriel, ce qui veut dire que ce prix variait tous les mois et qu'en 2021, avant bouclier, les tarifs réglementés du gaz pour les particuliers ont augmenté d'un peu plus de 50% entre le 1er janvier 2021 et le 1er octobre 2021. Donc les TRVG par eux-mêmes n'étaient pas particulièrement protecteurs par rapport aux variations du marché, puisqu'ils reflétaient les variations du marché. Les prix réglementés ont augmenté de 50% en moins d'un an en 2021, jusqu'à ce que le gouvernement mette en place un bouclier tarifaire gaz. Et donc, la mécanique des TRVG, qui est une mécanique mensuelle, était en fait peu protectrice des consommateurs, contrairement aux TRVE qui sont fixés avec une formule différente qui est fondée sur les prix des 2 années précédentes, essentiellement, plus l'Arenh, plus l'écrêtement. Donc voilà peut-être les points que je voulais mentionner dans mon introduction, qui doit être un petit peu trop longue, évidemment. Et je vous remercie et je prends toutes les questions. On va commencer par Daniel Grémillet. Voilà, Daniel, si tu peux poser tes questions. Ensuite, Patrick Chauvet. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, à mon tour, je souhaiterais recueillir votre avis sur 2 sujets d'actualité. Tout d'abord, quel est votre point de vue sur la réforme du marché européen d'électricité? Les nouveaux outils de financement long terme, les CFD et les PPA, sont-ils pertinents? Pensez-vous qu'un dispositif de CFD puisse se substituer à l'Arenh après 2025? Si oui, dans quelles conditions? Par ailleurs, les interventions ciblées dans la fixation des prix en cas de crise sont-elles satisfaisantes? Estimez-vous leurs critères de mise en œuvre, l'initiative de la Commission européenne, l'exigence de hausse de prix ou la limitation de volume de consommation suffisamment opérationnelle? Plus encore, quelle appréciation portez-vous sur les futures lois quinquennales, un beau sujet, sur l'énergie et la PPE? Avez-vous un point de vue sur le mix énergétique idéal? Pour ce qui est du Sénat, il s'est positionné pour un mix majoritairement nucléaire à l'horizon 2050, ainsi que pour un couplage de la production nucléaire avec celle de l'hydrogène. Partagez-vous cette position? Et enfin, quel est votre avis sur l'évolution des charges de service public de l'énergie qui sous-tendent les dispositifs de soutien public aux énergies renouvelables? N'oublions pas, l'automne dernier, la CRE avait évalué ses charges à moins 35 milliards d'euros compte tenu de la hausse du prix de l'électricité. Où en est-on et quel sera leur niveau et l'objectif 2023 et celui prévisionnel pour les années futures?
Voilà les petites questions que je souhaitais complémentairement à notre présidente vous poser. Merci. Les petits enjeux. Patrick Chauvet, qui était le rapporteur de la loi, voilà. Merci, énergie renouvelable. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je souhaiterais vous poser une question justement sur l'application de la loi accélération des énergies renouvelables. Cette loi a modifié les critères de sélection des projets d'énergie ou d'hydrogène renouvelable soutenus par appel d'offres, en leur appliquant un bilan carbone et une contribution territoriale. Cette loi a aussi conforté les attributions de la CRE s'agissant des raccordements, dont la modification de l'ordre de priorité, la mutualisation des travaux de renforcement ou la révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cette loi a enfin élargi les attributions de la CRE concernant les énergies renouvelables, dont le déploiement de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable, la surveillance des contrats de long terme en électricité et gaz renouvelable ou la mise en œuvre d'opérations d'autoconsommation étendues au gaz renouvelable. Je vous remercie de nous livrer votre avis sur ces novations et leur application. Merci beaucoup, Patrick. Je vais donner enfin la parole aux deux rapporteurs du rapport que nous avons validé ce matin. Je commencerai par Fabien Gay. Bonjour. Bonjour, Madame la Présidente. Moi, je voulais vous dire publiquement que, tout d'abord, que même si nous avons des débats, je dois avouer que le travail que vous effectuez depuis un an est d'extrême qualité. Voilà, je vous le dis parce que j'étais pas là l'an dernier, à la même époque. Je sais que vous avez eu des débats. Je ne sais pas ce que j'aurais voté, mais probablement que j'aurais voté contre votre nomination. Et si j'avais à voter aujourd'hui, je voterais pour que vous continuez. Non, mais je vous le dis parce que pour avoir des débats, mais même si on a des désaccords, je trouve que vous avez pris les questions en main. Voilà. Non, mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir se le dire. Je vous remercie beaucoup, ça a beaucoup de valeur pour moi, donc je vous remercie. Ben non, mais je pense que c'est bien de se le dire. Je vous dis ça, bon, on vient de faire un rapport, alors après j'ai des débats, l'AREN ne protège absolument pas les consommateurs. Donc, je vous dis ça, vous savez... Si on n'a qu'une heure, hein, voilà. Bon, allez, j'en viens, puisqu'on a un super rapport avec Dominique, je vais m'en contenter sur le rapport et pas sur les débats qui nous animent. Mais qui vont continuer à nous animer. Vous allez annoncer, ou vous avez annoncé, pardonnez-moi, une pénalité de 1,6 milliard sur le CP1 et 21,9 millions au titre du CP2. Avec Dominique nous, et l'ensemble de la commission, puisque le rapport a été adopté, vous le savez, on a été assez surpris dans les auditions que l'ensemble des gens auditionnés ne savaient pas où allait le CP1. Voilà. Et ça, quand même, qu'on soit pour ou contre le marché, à un moment donné, il faut des règles et des règles précises. Et pour le coup, je trouve un peu bizarre que lorsqu'on a fraudé ou on a abusé, on va dire ça comme ça, on mette dans un pot commun et que l'ensemble des gens qui ont fraudé ou abusé puissent en tirer un avantage. Vous voyez, je paye une amende lorsque je fais un délit, je paye une amende à l'État, je ne paye pas une amende qui va dans un pot commun où tous ceux qui auraient fraudé dans l'année se verraient attribuer une part. C'est complètement surréaliste. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec une des propositions que nous vous faisons? Après, la mise en œuvre, c'est une autre question, mais que cet argent-là retourne aux consommateurs et aux consommatrices, qu'ils soient résidentiels, non TPE, PME, etc. Et je vous dis, moi je conteste, j'ai bien lu les 12 pages, je conteste le mode de calcul qui donc fait que c'est à partir de 232 euros que vous avez commencé à appliquer le CP1. Moi je n'ai pas fait beaucoup d'études de maths, mais 70% de l'électricité qui est fournie est de l'AREN au prix de 42 euros. Ça veut dire que les 30 autres pourcents, à peu près, en moyenne, si on retient les 232 euros que vous avez, dont vous avez fixé le plafond pour faire l'amende, seraient autour de 700 euros. Alors même s'il y a eu un pic à 1 000 euros au cœur du mois d'août 2022, je conteste le fait que les fournisseurs, sur une année, aient dû racheter 30% de l'électricité à un prix moyen de 700 euros. Donc,
Je pense que les 1,6 milliard d'amendes, enfin de CP1, mais pour que tout le monde se comprenne, d'amendes que vous allez prononcer, est vraiment sous-évalué. Et je pense que c'est beaucoup plus que cela. Donc on a une vraie question. Et puis, deuxième chose, pour ne pas être trop long et rester dans les clous, on pense qu'il faut, et on vous donne un certain nombre d'éléments pour renforcer les sanctions et les contrôles, et notamment sur les abus d'ARENH et les comportements opportunistes sur la question saisonnière. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et après, il y a Dominique qui va vous donner les autres recommandations. Je vous remercie en tout cas, Madame la Présidente. Merci Fabien. Dominique. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais également bien sûr m'associer aux propos de Fabien. En tout cas, lorsqu'on vous a auditionné dans le cadre de cette mission d'information, vous avez bien évidemment été l'une des premières à être auditionnée et vous avez déjà apporté un certain nombre d'informations qui nous ont permis d'aller plus loin dans nos travaux. Donc je voudrais compléter par rapport aux propositions que nous venons de faire sur notre mission d'information. On a une série de propositions qui concernent aussi la consolidation des obligations des fournisseurs. On suggère de renforcer les conditions qui sont requises pour bénéficier d'une autorisation de fourniture avec l'institution d'obligations prudentielles. Nous souhaitons également que puissent être centralisées ces autorisations de fourniture auprès de la CRE plutôt que ce que c'est actuellement auprès du ministère de la Transition écologique. Et une fois délivrées, ces autorisations de fourniture, pour nous, devraient être mieux encadrées avec des réexamens, mais aussi des retraits ou des suspensions effectives. Et la quatrième série de propositions, elle a trait à l'amélioration de la protection des consommateurs, parce que là aussi, voilà, la finalité, c'est que véritablement, vous y avez fait référence en disant qu'il fallait toujours mieux informer les consommateurs, mais nous le proposons également dans le cadre de cette mission d'information. Et de ce point de vue-là, nous appelons à modifier l'article L224-10 du Code de la consommation qui autorise aujourd'hui les modifications contractuelles en allongeant le délai de prévenance, en instituant une information loyale, complète et circonstanciée et en encadrant les évolutions qui sont liées aux indexations de prix. Et nous proposons aussi de renforcer l'information des consommateurs sur le caractère risqué des offres en cessant d'assimiler à des prix fixes celles qui font effectivement l'objet d'un écrêtement d'ARENH. Enfin, nous souhaiterions compléter le comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie, notamment en envisageant d'y mentionner les fournisseurs qui ont fait l'objet de sanctions de la part du Cordis et selon une logique du name and shame. Voilà. Je prendrai ensuite les autres questions, car il y en a d'autres. Je vais vous laisser déjà répondre sur ces premiers éléments. Merci Madame la Présidente et permettez-moi de remercier Monsieur le Sénateur Fabien Gay pour ses propos introductifs qui me touchent beaucoup. Et voilà, je mets de la volonté et de l'énergie à conduire cette belle institution qu'est la CRE. Et ça me permet aussi de saluer l'action du collège, du directeur général et des services de cette institution. Maintenant, pour répondre à tous les propos, Monsieur le Sénateur Grémillet, pour moi, la réforme du marché européen va dans le bon sens parce qu'elle porte un élément qui est très important, qui est arrêter de faire en sorte que le prix de marché final pour le consommateur soit le prix de court terme. On a un marché de court terme qui fonctionne, qui permet de faire de l'ajustement offre-demande à quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours. Mais ça n'est pas normal que le prix final du consommateur soit aussi dépendant de ce prix de court terme. Donc pour ça, il faut faire monter tous les outils de long terme, c'est-à-dire un marché plus liquide avec des échéances à 5 ans, des contrats for difference qui sont des contrats dans lesquels une contrepartie, en général publique, garantit un prix d'achat et donc de revente aux producteurs, et les PPA qui sont des contrats de gré à gré entre consommateurs final et producteurs qui sont des contrats privés. Et c'est vraiment le développement de ces outils qui devrait nous permettre de ramener les prix finaux plus proche du coût de production et donc plus proche de la réalité du mix énergétique sur le territoire national.
Donc pour moi, c'est extrêmement important. Et ça va avec le renforcement des obligations prudentielles des fournisseurs, qui est à la fois un élément très important pour la protection du consommateur, pour répondre à Madame la sénatrice Estrosi Sassone, et aussi parce que si on a des obligations fournisseurs d'avoir une partie de leur approvisionnement qui est à long terme, dans ce cas, on développe encore plus le marché long terme et donc on protège encore plus le consommateur contre la volatilité des prix. Le règlement européen qui est actuellement sur la table va dans cette direction-là. Et comme vous le savez, les discussions portent beaucoup sur quel type d'actifs peuvent être sous contrat for difference, contrat pour différence, et en particulier les actifs existants, et donc en particulier le nucléaire français. Et les discussions ne sont pas achevées. L'ARENH se termine au 1er janvier 2026, donc de toute façon, il faut penser le post-ARENH. Et ce post-ARENH peut être soit avec un contrat pour différence, soit, et on y travaille aussi, avec un mécanisme qui serait plutôt un plafond de prix et qui permettrait à EDF de commercialiser en toute liberté jusqu'à un plafond de prix qui ensuite protégerait le consommateur si les prix devaient devenir trop élevés. Mais que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, il faudra un mécanisme qui prend le relais. Sur les critères de mobilisation de crise, tels qu'ils sont aujourd'hui écrits, c'est vraiment pour lutter contre une éventuelle nouvelle crise telle que celle qu'on a connue. Et donc, ça n'est pas applicable en routine sur le marché. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver les outils de routine sur le marché qui atteignent cet objectif de développement des énergies électriques décarbonées et de protection du consommateur. Sur la question que vous posez sur la loi de programmation et la PPE, sur le mix énergétique, je ne sais pas si c'est vraiment le rôle de la CRE d'avoir complètement une position en opportunité sur la répartition du mix, mais ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, on soutient un mix décarboné. Enfin, c'est l'enjeu de la décennie, des 50 années qui viennent, d'arriver à décarboner non seulement notre production électrique, qui l'est déjà très largement, mais aussi notre économie, c'est-à-dire les transports, le bâtiment, l'industrie. Et qu'au sein d'un mix décarboné, on a besoin d'une fraction de pilotable significative. Parce que ça devient compliqué de gérer le mix et d'équilibrer l'offre et la demande au-delà d'un certain volume de NR. Alors, quel est le bon chiffre ? Je ne suis pas sûre que je me risquerais à donner une indication aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de nucléaire et d'hydro. L'hydro est quand même assez largement pilotable. Le nucléaire est une énergie de base. On peut développer et on doit développer des ENR classiques solaires et éoliens. Plus on a des ENR classiques, plus les mécanismes de stockage et de flexibilité sont extrêmement importants parce que plus les énergies sont intermittentes et plus il faut trouver une réponse au décalage entre la production intermittente et la consommation à des moments qui ne sont pas forcément les moments où on produit. Et puis, encore une fois, on a besoin d'électricité, on a besoin de gaz vert, on a besoin de réseaux de chaleur, enfin on a besoin d'un équilibre global des sources d'énergie. Sur la CSPE, on va donc délibérer le 13 juillet, refaire une analyse, donc une hypothèse sur la contribution des ENR aux charges de service public, contribution positive. Elle ne sera pas à la hauteur de ce qu'on avait calculé en novembre, puisqu'on l'a calculé en novembre avec les prix de marché. On a dû prendre les prix de septembre quand on a fait notre délibération en novembre. Les prix ont été divisés plus que par 2. Donc, on va être dans ce type de facteur. On va être dans l'équivalent d'une division par 2 de notre précédente hypothèse. Je n'ai pas le chiffre définitif parce qu'il n'est pas fini et la délibération est la semaine prochaine. Mais en ordre de grandeur, voilà, on va diviser en gros par 2 notre hypothèse précédente. Monsieur le sénateur Chauvet, pour l'application de la loi accélération des ENR, la CRE était favorable aux différentes évolutions de ses compétences. Donc, on va essayer d'y répondre au mieux, avec évidemment des ETP qui sont limités. Et donc, toujours la même question de savoir comment on fait plus avec pas plus de personnes et pas plus d'agents. Mais ça, c'est la question récurrente. C'est très important de réussir à intégrer dans les appels d'offres le bilan carbone d'un côté et la contribution territoriale de l'autre. On a besoin dans les appels d'offres de pouvoir favoriser un écosystème français et européen. Les Américains le font massivement avec l'IRA. Il n'y a vraiment pas de raison
qu'on soit la seule zone de développement qui n'essaye pas de développer et de maintenir des filières industrielles qui sont absolument stratégiques. Pour l'instant, on est très limité par ces critères et si on a la possibilité d'avoir une rédaction de ces critères plus ouverte et plus opérationnelle et donc que ce soit des critères qui puissent jouer, on sera très content. Sur la mutualisation du raccordement, on y travaille énormément avec Enedis et RTE, à la fois pour anticiper les travaux de raccordement quand c'est possible, on l'a fait à Dunkerque, et puis pour gérer avec eux la manière dont la file d'attente va pouvoir être éventuellement modifiée dans les zones dans lesquelles les demandes sont trop importantes, pour faire en sorte qu'on prenne dans la file d'attente des projets dont la maturité est sûre et donc on ne bloque pas du raccordement, de la puissance de raccordement pour des projets qui en fait ne se réaliseraient pas. C'est en particulier le cas dans la zone Fos-Marseille, où j'étais d'ailleurs hier et avant-hier, où les besoins de raccordement sont immenses parce qu'on a énormément de projets industriels de décarbonation qui attendent. Sur la surveillance des contrats long terme, on le souhaite parce que nous, on est absolument convaincus qu'on a besoin de contrats long terme sur le marché, qu'il faut que ces contrats se développent et on a besoin d'avoir une visibilité sur les conditions contractuelles, à la fois les prix et les conditions, ne serait-ce que pour ajuster la partie appel d'offres à la réalité de cette partie-là du marché. Donc on avait souhaité pouvoir être mobilisé et donc du coup pouvoir faire un rapport d'évaluation sur ce sujet. Vous nous avez donné partiellement la compétence. Je dis partiellement parce qu'on voulait avoir la possibilité de demander à tous ceux qui signent des PPA, donc à tous les fournisseurs, de nous fournir les informations, pas seulement quand c'est aussi sur des installations qui sont en partie régulées. Ça n'a pas été retenu dans la version définitive de la loi. Après, on considère que nos pouvoirs de police généraux nous permettent de le faire. Puis on verra bien si les fournisseurs refusent ou pas. Sur l'autoconsommation, c'est également un sujet qu'on va reprendre. Il faut qu'on arrive à développer l'autoconsommation dans des conditions qui permettent toujours la solidarité nationale sur les réseaux. Donc c'est l'enjeu. Sur l'AREN, sur le CP1 et CP2. En fait, je partage assez largement votre analyse. Alors d'abord, on n'a pas vu vos propositions, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, parce que vous avez adopté le rapport, et donc vos propositions, on les découvrira quand le rapport sera rendu public, et on les lira avec beaucoup d'intérêt, donc je les écoute. Ça y est, peut-être depuis 10 minutes, mais voilà. Mais du coup, on les avait pas eu avant, donc du coup, on les analysera dès qu'on les aura, et j'espère que Fabien Guay ne rejettera pas ses propos. Sur le CP1, oui, finalement, alors le CP1, il va des fournisseurs qui avaient trop demandé vers les fournisseurs qui avaient proportionnellement moins demandé. Donc, il va des fournisseurs qui avaient exagéré leur demande aux fournisseurs qui avaient une demande plus mesurée. Moi, je partage votre point de vue sur le fait que, in fine, les CP1 devraient retourner aux consommateurs. Et d'ailleurs, on l'a écrit dans la délibération sur les CP1, enfin sur les CP1 et 2. Quand il s'agit de consommateurs, en dehors des mécanismes de tarifs réglementés et de boucliers, nous avons invité les fournisseurs à restituer cet argent aux consommateurs. On n'a pas pu faire plus parce qu'on n'a pas les éléments légaux pour le faire. Donc on n'a pas de base légale pour aller au-delà de ça. Mais dans une période dans laquelle les prix ont énormément augmenté et où certains fournisseurs, in fine, récupèrent de l'argent, ça serait normal. Et donc, je le redis, on souhaite vraiment que les fournisseurs rendent à leurs clients, en fonction des conditions contractuelles et en fonction de leur situation, la quote-part du CP1 que les fournisseurs qui avaient moins demandé ont reçu. Très bien. Pour les consommateurs qui sont protégés par le bouclier, du coup, eux, ils n'ont pas été pénalisés par le fait que l'écrêtement était finalement un petit peu plus élevé que ce qu'il aurait dû. Et c'est en fait au budget de l'État qu'il faudrait rendre. Alors, il n'y a pas de mécanisme qui permet de le faire dans les textes actuels. Sur le bouclier 2023, on a plus de marge de manœuvre puisque le bouclier 2023 prévoit que les fournisseurs sont compensés dans la limite de leur coût d'approvisionnement et on pourrait considérer que quand ils récupèrent du CP1, ça fait baisser leur coût d'approvisionnement. C'est de la mécanique un peu complexe chez nous, mais on pourrait considérer qu'on saurait faire ça sur le bouclier 2023. Mais en tout cas, en fait, les textes n'avaient pas été conçus dans une période où il y avait autant de CP1. Et l'analyse de la Creuse, c'est vraiment que c'était difficile à prévoir. C'est-à-dire qu'on a 5,6% de CP1, enfin de surdemande, dans une période où la consommation a in fine baissé de 4% et ce n'était pas prévu, et où les fournisseurs alternatifs ont massivement perdu des clients.
Je vous rappelle que le guichet à Rennes a eu lieu avant la corrosion sous contrainte, il a eu lieu avant la déclaration de guerre de la Russie sur l'Ukraine. Donc, il a eu lieu à un moment où c'était pas évident de prévoir qu'on aurait une baisse de consommation et une répartition du marché de ce type. Mais en tout cas, oui, à un moment, le CP1, si le système était maintenu, aurait vocation à retourner vers les consommateurs. Sur l'abus d'Arenh, on mobilise tous les outils qu'on a. Donc, on a requalifié les demandes d'Arenh au guichet 2023, envoyé 3 fournisseurs au Cordis en demandant une suspension des livraisons d'Arenh courant 2023 grâce aux nouvelles compétences que vous nous avez données dans la dernière loi de finances. On a 3 enquêtes en cours, un PV et chez le fournisseur pour contradiction, et j'ai déjà fait un article 40. Le 2e PV, je le signe la semaine prochaine, et le 3e dès que possible. Ensuite, tout ça va au Cordis. Et on a des enquêtes DGCCRF en cours. Donc, on est vraiment en train de mobiliser tous les outils qu'on a pour lutter contre les abus d'Arenh. Après, la question sous-jacente, c'est la saisonnalité des droits d'Arenh versus l'utilisation. L'Arenh est un mécanisme qui va durer encore 2 exercices, puisqu'il a vocation à être remplacé. Si l'Arenh était pérenne, il faudrait vraiment se reposer cette question-là. Après, je rappelle que ça a été conçu comme ça pour privilégier les industriels dans les droits Arenh, c'est-à-dire pour privilégier les gros consommateurs au détriment, si je peux dire, des consommateurs particuliers. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un déséquilibre entre la période qui génère des droits et la période d'utilisation. C'était l'idée d'essayer de donner proportionnellement un peu plus de droits aux gros consommateurs industriels et un petit peu moins aux consommateurs individuels. Mais en tout cas, on mobilise tous les outils qu'on a. Et pour répondre à Dominique Estrosi-Sassone, on est demandeur de récupérer les autorisations de fourniture et demandeur de durcir les textes. Et si ça se produit, on le fera avec vigilance et rigueur, parce qu'il faut durcir les obligations prudentielles sur les fournisseurs et il faut revoir les autorisations de fourniture à intervalles réguliers. La fourniture d'électricité ou de gaz, ce n'est pas exactement la fourniture de n'importe quel produit. Et donc, il faut être sûr que le fournisseur qui fait ça est en capacité de le faire. Et on voit des fournisseurs qui commencent, qui arrêtent, qui repassent des portefeuilles clients à d'autres filiales qui réémergent. Enfin, vous avez dû les voir aussi. On essaye de lutter avec les moyens qu'on a dans ces situations-là. Sur l'amélioration de la protection des consommateurs et de l'information des consommateurs, je pense que c'est un sujet qu'on regardera avec intérêt aussi, notamment sur les modifications contractuelles. C'est des sujets dont on discute avec la DGCCRF pour voir comment est-ce qu'elle aussi, elle peut être active sur la protection des consommateurs. Moi, je serais à première vue favorable, même si je n'ai pas encore lu les propositions, à ce qu'on renforce le code de la consommation. C'est vrai que les consommateurs n'ont pas l'habitude de regarder de près leur contrat ni d'électricité ni de gaz, contrairement à leur contrat de téléphonie et de box. Et du coup, le simple fait de savoir que votre contrat est à prix variable n'est pas du tout une évidence. Une grande partie des contrats sont en fait à prix variable, indexés. Les modes d'indexation sont mal connus. Et les conditions dans lesquelles les conditions contractuelles peuvent changer sont également très mal connues. Donc on a beaucoup d'informations à faire du consommateur sur comment choisir un contrat et renforcer les obligations sur le fait qu'on ne modifie pas unilatéralement, pas avec des délais trop courts, etc., me paraît tout à fait une bonne idée. Bien, je vais donc demander maintenant aux autres commissaires d'être bien concis dans leurs questions. Franck Montaugé, ensuite Pierre Louot. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la CRE, merci pour votre présentation et également votre travail en tant que Présidente. J'aurais 3 petits sujets. Quels enseignements, le cas échéant, tirez-vous pour votre mission de fonction de contrôle des déficiences de la CRE en matière de contrôle des fournisseurs alternatifs, en tout cas de certains qui ont bénéficié de l'Arenh? Voilà, des sanctions ont été prises très tardivement et on sait par ailleurs que la plupart des bénéficiaires de l'Arenh en tant que fournisseurs n'ont pas, par exemple, été ou contribué à la production. Voilà, première question. Quelle est votre contribution en termes de propositions et d'échanges avec les autres autorités de contrôle européennes en matière de mix de market design,
Voilà, nous, Français, on a intérêt à ce que les prix se forment au plus près des composantes diverses de notre mix énergétique national. Comment, si c'est le cas, ou quelles sont vos propositions en rapport avec ce sujet? Et dernière question, si c'est dans vos compétences, je n'en suis pas certain, quelle analyse ou évaluation faites-vous à ce stade de la mise en œuvre de la loi d'accélération des énergies renouvelables? Alors, elle est récente, mais les choses sont en train plus ou moins bien de se mettre en place sur les territoires, et je pense qu'il ne faut pas louper le début. Voilà, donc est-ce que là aussi vous avez un regard et éventuellement des propositions pour que les choses se passent au mieux et le plus rapidement possible? Merci. Merci Franck. Pierre Relouot, ensuite Serge Mérillot. Oui, Madame la Présidente, on encourage le développement des pompes à chaleur, ce qui est logique. Dans le même temps, on exige de supprimer les chaudières à gaz. Alors qu'on ne sait toujours pas quand la production d'électricité sera suffisante pour répondre à toutes les demandes, et on ne sait pas non plus si les réseaux seront adaptés. Est-ce qu'il ne serait pas sage de garder en secours des chaudières à gaz au moment où on ne tiendra plus le réseau électrique? Excellente question. Merci Pierre. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michaud ensuite. Merci Madame la Présidente. Ma question reprend un petit peu celle de Pierre Louot et notamment ce que vous avez évoqué en début, l'inquiétude sur l'augmentation de consommation d'électricité et les investissements qui vont avec. Alors les investissements pour la production d'électricité, le nucléaire, les énergies, les ENR d'une part, et les réseaux, qui sont aussi un point fragile et sensible en ce qui concerne l'électricité. Donc, ma question, c'est de savoir si on est serein par rapport à cette augmentation dans la capacité de production et transport, et quel sera l'impact prévisible sur l'augmentation du coût de l'électricité, dont on sait qu'en France, il est quand même plutôt abordable et qui constitue un atout pour l'activité industrielle. Ça, c'est ma première question. Sur la deuxième question, ça concerne l'Arenh. Et est-ce que vous souhaitez ou est-ce que vous envisagez, parce que si j'ai bien compris, la loi ne vous donne pas toutes les possibilités de contrôle sur l'Arenh. Donc, est-ce que vous souhaitez que la législation évolue pour que le contrôle de l'Arenh soit beaucoup plus strict? Et notamment, est-ce qu'on peut imaginer que les producteurs alternatifs soient réellement obligés de construire des capacités de production ou à participer financièrement au programme d'investissement des industriels, je pense notamment à EDF, qui produisent, eux, et qui investissent pour produire de l'énergie électrique? Voilà. Merci Jean-Jacques Michaud. Ensuite Bernard Buis. Ah bah, je l'avais vu Bernard. Oui, merci Madame la Présidente. J'aurais trois petites questions. La première concernant les Jean-Jacques Michaud, sénateur de l'Ariège. Excusez-moi. La première question, c'est par rapport à tous les objectifs que vous avez assignés à la CRE. Est-ce que les moyens que vous avez, votre organisme, seront suffisants pour les assumer? La deuxième, c'est pour revenir sur le rapport que nous avons voté tout à l'heure par rapport à l'Arenh. Je ne sais pas si c'est trop péjoratif, mais il me semble qu'il y a un fatras d'organismes qui s'occupent de la distribution entre EDF, RDE, RTE, vous-même, la Caisse des dépôts, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une simplification pour au moins pour une meilleure lisibilité des sommes qui sont en jeu? Et la troisième question, mais vous y avez déjà un petit peu répondu, je vais aller très vite. Dans votre premier propos liminaire, vous parliez des enjeux du développement des ENR et du nucléaire. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dedans? Parce qu'il me semble que dans le mix énergétique, et Daniel Grémillet le disait, on a besoin d'une offre d'électricité de base. Et si c'est les ENR qui sont la base, est-ce qu'on arrivera à financer le nucléaire derrière? Voilà. Merci Jean-Jacques.
Barbu, ensuite Olivier Rittmann. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, 2 questions rapides. Concernant la souveraineté et la sobriété, en ce moment où la guerre en Ukraine est sur notre continent, ne faudrait-il pas envisager assez rapidement une Union européenne de l'énergie ? Et ma deuxième question porte sur les perspectives d'inflation en matière d'évolution des tarifs pour nos collectivités locales, les régies et les délégations de services publics. Est-ce que vous avez une lisibilité ? Merci beaucoup Bernard. Olivier Rittmann, ensuite Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Olivier Rittmann, sénateur de la Haute-Saône, je vais vous parler des réseaux, mais notamment des réseaux sur les petits territoires ruraux, notamment mon département, la Haute-Saône, qui avait jusqu'à maintenant des réseaux adaptés à la fois à la population, mais à la fois à notre capacité de production très limitée, puisqu'on n'avait pas ni hydraulique, ni fossile, ni nucléaire, aucune production d'électricité, une petite population. Or, il se trouve qu'au niveau des ENR, on a un potentiel assez important. Je prends un exemple sur le gaz. La Haute-Saône sera, avant tout le monde, à 50% de production de gaz vert dans les 2 ans qui viennent, notamment dû aux méthaniseurs. Et on a une capacité, un potentiel de développement sur les énergies renouvelables au niveau électrique très important. J'ai emmené une partie de la commission Affaires économiques visiter la semaine dernière la première canopée agrivoltaïque sur grande culture au monde, installée en Haute-Saône sur 3 hectares. Je vous invite à venir la visiter si ça vous dit. C'est un modèle assez exceptionnel. Par contre, on a ce qui est ressorti des opérateurs qui étaient avec nous, producteurs, etc., c'est qu'on a une capacité de production d'énergie, notamment photovoltaïque ou méthanisation très importante, mais nos réseaux sont complètement saturés dans les 10 ans qui viennent. Et aujourd'hui, pouvoir transporter cette électricité par des raccordements coûte très, très cher. Et donc, stop carrément tous les projets qui peuvent être mis en place. Alors, y a-t-il dans vos projets, je comprends qu'il y ait des gros accompagnements sur des projets importants, mais sur les petits territoires ruraux sur lesquels ça peut représenter un potentiel de développement très important, une véritable volonté d'accompagnement sur les réseaux et d'argent mis sur les réseaux, le développement des réseaux sur nos petits territoires ruraux. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente de la CRE pour vos propos. Je reviendrai rapidement sur la fin du tarif réglementé sur le gaz et en particulier la conséquence pour les collectivités territoriales qui sont pour de nombre d'entre elles très dépendantes et avec des difficultés pour évoluer vers d'autres sources d'énergie, collectivités aussi, autres organismes, HLM, etc., enfin, le logement collectif. Donc, elles sont actuellement dans des difficultés budgétaires majeures qui sont très inquiétantes pour les exercices à venir. Qu'est-ce que vous prévoyez comme accompagnement pour éviter que ce poste-là ne grève la capacité d'action de nombreuses collectivités? Merci Madame la Présidente. Moi, une petite question rapide sur la première ENR pilotable en France, qui est le bois énergie, qui représente entre 36 et 40%, je crois, c'est mes derniers chiffres de la production d'ENR, et un équivalent de 225 TWh. Donc je voudrais savoir quelle est votre stratégie s'agissant de l'ENR bois, et notamment, comme ça a été évoqué, de soutien, de besoin de soutien, de financement, notamment au réseau lié aux chaufferies biomasse bois dans les territoires. Merci. Merci Anne-Catherine et Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Merci pour cette présentation. Je vais essayer de ne pas être redondant. On sait que les 10 à 15 ans à venir vont être difficiles. Question équilibrage du réseau électrique. Et le remplacement de toutes les chaudières à gaz par des PAC amènerait une pointe de 20 gigawatts, ce qui est complètement impossible à tenir. Donc voilà, je voudrais avoir à nouveau votre position sur ce sujet des chaudières à gaz, et également la question des réseaux. Elle a déjà été évoquée, mais elle est fondamentale. J'ai visité lundi dernier un rebours de gaz. Aujourd'hui, on est en train d'inverser effectivement de production très centralisée. On va avec des productions très diffuses. Donc la question des réseaux est complètement entière. Et donc il y a un vrai sujet d'investissement à ce niveau-là. Et juste dernière chose, vous avez parlé de l'effacement. Effectivement, c'est que ça va être crucial dans les années à venir.
il y a une hiérarchisation à faire. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus et quels sont les contrats qui sont mis en place à ce niveau-là? Merci. Très bien, merci mes chers collègues. J'ai une dernière petite question, Madame la Présidente, mais qui est très technique, que nous avons vu d'ailleurs en Haute-Saône. Vous savez que les producteurs qui ont des méthaniseurs en particulier ont des contrats sur un certain niveau de production. Pendant cette crise de l'électricité où le prix de l'électricité a augmenté, ils étaient obligés d'aller sur le marché acheter très cher de l'énergie, remettant en considération l'équilibre budgétaire de leur production de méthaniseurs. Ils ont demandé en fait la possibilité de faire de l'autoconsommation et de passer au-dessus de leur niveau de contrat sur la partie qui leur sert à produire en fait pour eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut au niveau de la Creux, regarder ce sujet avec intérêt, parce qu'il me semble qu'il n'est pas dénué quand même de bon sens. Voilà. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Monsieur le sénateur Montaugé, vis-à-vis des fournisseurs alternatifs, en fait, le système qui a été construit dans une période dans laquelle les besoins en investissement existaient mais étaient moins forts, et surtout la crise des prix et l'évolution des prix n'étaient pas du tout celles qu'on a connues. Pour moi, les grands éléments de modification du système pour la suite, c'est plus de rigueur sur les fournisseurs alternatifs avec des autorisations de fourniture revues et rendues un petit peu plus strictes, et des obligations prudentielles sous une forme qu'il faut encore définir, qui n'est pas tout à fait mûre, mais dans laquelle on incite les fournisseurs alternatifs à s'approvisionner en partie à long terme, quel que soit le type d'obligation qu'on met en place. Si on fait ça, ça les incite soit à s'intégrer avec de la production en amont, soit de contractualiser à moyen-long terme avec de la production en amont. C'est-à-dire soit ils produisent eux-mêmes, soit ils sont trop petits pour le faire, mais ils contractualisent avec des producteurs. Et c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour les producteurs qui ont un débouché à long terme, c'est bénéfique pour les consommateurs des fournisseurs alternatifs qui, parce que la fourniture est adossée à de la production qui elle-même est verrouillée d'une certaine manière à long terme. Donc pour moi, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et après, le mécanisme de l'Arenh lui-même, parce qu'il est asymétrique, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, la période de constitution des droits n'est pas la même que la période d'utilisation des droits, crée des difficultés. Et bon, les outils juridiques se sont renforcés, c'est juste long. Moi, j'ai lancé les premières enquêtes en septembre. Mais simplement, il faut un agent enquêteur qui fait que ça, qui enquête par écrit, qui récupère des réponses, qui les analyse, qui ensuite fait son procès verbal, qui constate qu'il y a des manquements, le procès verbal qui part à la contradiction, ensuite ça va partir au Cordis qui va réinstruire, et tout ça va être très long. On a sur le métier, avec le Cordis, donc qui est la formation de jugement de la Creux, mais qui est autonome par rapport au collège, dont le président est Thierry Thuot, tout un travail qui est en train d'aboutir sur des propositions qui vont être législatives pour simplifier et accélérer les sanctions. Parce que là, on instruit 3 fois, en fait, et donc c'est pas très efficient. C'est législatif, donc, mesdames, messieurs les sénateurs et les sénatrices, il faudra qu'on trouve un vecteur législatif pour faire ça. Ça pourrait éventuellement être la loi de transposition de la réforme du marché européen de l'énergie ou un autre texte, mais on en a besoin, nous, on est bloqués par ça. Et alors même qu'au bout de procédures qui sont longues, on a les éléments pour constater des abus. Donc la prochaine modification, c'est la modification des procédures. Et là, on pourrait gagner énormément de temps si on faisait différemment. Sur le market design, donc l'organisation du marché, si on adosse vraiment si on adosse les obligations des fournisseurs à de l'approvisionnement long terme, on rapprochera les prix de marché des prix des outils de production sur sol français, donc du mix national. Puisque les fournisseurs iront conclure des contrats à long terme, et les interconnexions étant limitées,
Nous, on souhaite aussi qu'il puisse y avoir des contrats de long terme conclus sur les interconnexions, ce qui n'est pas possible. Mais ça veut dire qu'ils iront forcément aller chercher de l'électricité là où elle est produite. Et donc, ça rapprochera le prix final du prix long terme, ce qui, je pense, est un objectif. Et pour votre dernière question sur l'application de la loi d'accélération des renouvelables, c'est encore un peu tôt. On a une partie qui est chez nous sur laquelle on travaille. Après, l'important, c'est vraiment d'aller faire les schémas territoriaux, les zones d'accélération territoriale, pour qu'on ait à la fois les zones dans lesquelles c'est difficile, mais les zones dans lesquelles c'est faisable. Parce que si on n'a finalement que des zones dans lesquelles c'est difficile, on n'arrivera pas à boucler l'équation. On est concerné en deuxième niveau parce qu'on fait les schémas de raccordement des ENR. On n'est pas partie prenante à la discussion locale, et c'est normal, puisque la CRE est quand même essentiellement un organisme national. Même si moi, je commence à passer pas mal de temps en visite de terrain, parce que je pense que c'est utile d'aller à la rencontre des élus et des producteurs localement. Mais on est concerné sur les schémas de raccordement qui, eux-mêmes, doivent être cohérents avec les zones d'accélération. Donc, il faut les faire ensemble. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des schémas de raccordement avant de savoir où on va mettre les ENR, mais dès qu'on sait où on va mettre les ENR, il faut faire les schémas de raccordement qui permettent de le faire. Donc, en tout cas, oui, on a un exercice dans lequel on est également concerné. Sur les pompes à chaleur et les chaudières gaz, voilà, ma position est vraiment une position de prudence. C'est-à-dire, il faut décarboner le chauffage, c'est sûr. J'ai d'ailleurs porté dans mes fonctions antérieures la fin des chaudières fuel, qui a été un sujet difficile et délicat à mettre en œuvre. Chaudières gaz, on n'est pas dans le même volume. Le rapport qu'on a fait sur les infrastructures montre que dans les hypothèses les pires, c'est-à-dire si on ne faisait pas assez de rénovation, on pourrait aller jusqu'à une pointe supplémentaire de 35 gigawatts, qui ne serait pas du tout acceptable pour le réseau électrique. Donc il faut simplement réussir à faire monter en puissance le réseau électrique à la bonne vitesse par rapport à l'évolution des chaudières gaz, ce qui pourrait mener plutôt, dans un premier temps, à mon avis, à une fin des aides, avant d'aller à une interdiction pure et simple. Parce que déjà, si on change le système d'aide et si on arrête de subventionner les chaudières gaz, on passera un message clair. Et en tout cas, ça ne peut se faire que de façon coordonnée avec l'évolution de la capacité électrique et l'évolution des réseaux, sinon on ne va pas y arriver. Probablement qu'il faut aussi se poser la question des pompes à chaleur classiques ou des pompes à chaleur hybrides qui permettent d'aller chercher du gaz soit quand il fait vraiment très froid et qu'elle marche moins bien, soit quand on est vraiment trop tendu en électricité et qu'on a besoin du gaz. En tout cas, dans la crise précédente, on a bien vu que la complémentarité des réseaux, c'était quand même utile. Sur la consommation d'électricité et sur les investissements en production en réseau, est-ce qu'on est serein? C'est monsieur le sénateur Mérillou qui me posait la question. Sur les réseaux, on n'est pas totalement serein parce qu'on a un énorme pic d'investissement à passer. C'est à la fois un sujet de financement, un sujet de faisabilité opérationnelle. C'est des discussions qu'on a au quotidien avec Enedis et avec RTE. Sur leur capacité aussi à s'approvisionner. Il faut acheter des postes sources, il faut acheter des câbles pour les équipements, et sur leur capacité à avoir leurs propres compétences et les compétences des entreprises sous-traitantes et partenaires pour le faire. Et la trajectoire d'investissement est élevée, ce qui veut dire que toute chose égale par ailleurs, ça va renchérir un peu ou beaucoup les tarifs d'utilisation des réseaux, ce qui va être un énorme sujet pour la campagne tarifaire qui arrive. Donc on est déterminé. Le chemin existe, il est possible, il n'est pas facile à tenir. On a 40 gigawatts de puissance d'éolien offshore à raccorder, ce qui là aussi va être extrêmement important et pas du tout comparable à ce qu'on a fait jusqu'à présent. RTE a été au rendez-vous des raccordements sur l'éolien offshore et je voudrais le saluer. Mais en fait, le volume de raccordement est énorme. Et peut-être pour rebondir tout de suite sur votre question, monsieur le sénateur, on est très conscient du fait qu'il y a les raccordements, les gros, les moyens et les petits. En fait, pour simplifier, on passe d'un système qui était un système simple, cartésien, centralisé et descendant. On avait 56 EPR qui produisaient l'essentiel et puis après on avait un maillage qui ramenait jusqu'au consommateur final. En gaz, en gros, on ne produisait pas, on importait. Et donc on avait des flux d'import et puis tout le réseau de gaz était fait pour descendre ces flux d'import jusqu'au consommateur final, à un système qui doit être maillé complètement différemment avec de la production un peu partout et bidirectionnel. Alors en gaz, c'est une révolution culturelle chez GRDF qu'ils sont en train de faire. Ils sont extrêmement mobilisés là-dessus, c'est le cœur de leur projet stratégique. Ils sont devenus
ils ne sont pas devenus producteurs, mais ils acceptent du gaz sur le réseau, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Par exemple, ils odorisent. Ils odorisaient jamais avant. Ils ne s'étaient jamais posé la question de l'autorisation. Ils sont maintenant... ils ont des clients qui sont en fait des producteurs. Leurs clients, avant, n'étaient que des clients consommateurs. Donc, c'est un changement complet de culture et ils sont en train de le faire. Je voudrais saluer la motivation des équipes de GRDF là-dessus. Nous, ça nous oblige à valider des investissements qui sont des investissements de renforcement, de maillage et de rebours. On est très vigilant là-dessus. Et pour vous donner un exemple, on valide délibération par délibération des investissements quand on les propose. En général, ils nous en proposent une vingtaine ou une trentaine. On valide ça tous les trimestres à peu près. On s'est mis d'accord que maintenant, s'ils nous présentent 20 investissements et qu'on en valide 18, on va passer toute la séance de la commission sur les 2 qu'on ne valide pas. C'est-à-dire on va considérer que les 18, c'est très bien. Et que si les services nous disent qu'il y en a 2 qu'on ne veut pas prendre, et ben, le collège challenge les services pour dire vous êtes sûr que vous ne voulez pas les prendre, pourquoi vous ne voulez pas les prendre, qu'est-ce que vous attendez pour les prendre, est-ce que ça coûte trop cher, est-ce que ce n'est pas le bon dimensionnement, etc. Et si vous ne les prenez pas cette fois-ci, est-ce qu'on est d'accord que vous revenez dans 3 mois en nous disant comment est-ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins si ce n'est pas la solution proposée. Donc on est vraiment dans cette optique-là pour accompagner le développement de ces réseaux, et c'est vrai en gaz, et c'est vrai aussi en électricité. Après, il y a des endroits dans lesquels le réseau n'a pas du tout été fait pour supporter autant de trafic, en électricité en particulier, puisqu'il y a peu d'habitants, donc il y a peu de maillage électrique. Peu d'habitants égale beaucoup de NR possible, et égale transformation du réseau à faire vite. Nous, on suit avec Enedis les délais de raccordement. C'est un sujet sur lequel on n'est pas totalement d'accord avec Enedis, parce que Enedis regarde toute la chaîne de délai de raccordement et considère qu'elle s'améliore. Nous, on regarde la chaîne qui est vraiment sous responsabilité Enedis et on considère qu'elle s'améliore, mais pas assez vite. Donc voilà, on a des discussions sur les indicateurs. C'est pareil, chez Enedis, ils sont extrêmement conscients de ça, mais on a des investissements qu'on n'avait jamais faits, pour des process qu'on n'avait pas faits, pour des sens de circulation qu'on n'avait pas faits. Et donc, on a une révolution des réseaux à faire, autant qu'une révolution de la production. Et on serein, peut-être pas totalement, mais mobilisé, oui. Sur la reine, je pense que j'ai assez largement répondu. Sur est-ce qu'on a assez d'effectifs pour faire ça, pas tout à fait, pour être honnête. Donc, notre budget est discuté chaque année. On a 160 personnes qui travaillent pour la Creux. Je voudrais en profiter de nouveau pour saluer leur motivation, leur engagement et leur professionnalisme. On récupère assez régulièrement plein de nouvelles missions. Et c'est bien parce que c'est cohérent avec notre portefeuille de missions. On souhaite aussi être acteur sur l'hydrogène, sur la capture du CO2. Mais c'est tendu. On a beaucoup de missions très diverses. Donc ce sont des petites équipes, sujet par sujet. Ça va être 2, 3 chargés de mission, 4 chargés de mission. Donc c'est tendu, c'est beaucoup de boulot. Et du coup, on reviendra probablement avec une petite demande complémentaire. Ce n'est pas des volumes très importants, mais si vous nous le proposez, on le fera sûrement. À votre boucle. Sur les circuits à Rennes, Caisse des dépôts, en fait, les calculs sont faits chez nous. Donc, on fait tous les calculs avec justement une petite équipe. Et ensuite, c'est la Caisse qui paye. La Caisse est l'opérateur qui est l'acteur financier des droits à Rennes. Je ne pense pas qu'on ait de difficultés particulières avec ça. Et RTE n'est pas dans les circuits et EDF non plus. EDF reçoit les CP2 à la fin, mais c'est tout. Dominique, je ne sais pas si tu veux préciser. Un petit point, en fait, RTE dans les circuits simplement. Oui, pardon. RTE, c'est lui qui fournit les données de consommation, puisque là, en fait, on rejoue complètement toute l'année 2022, demi-heure par demi-heure, pour l'ensemble des clients français. Et d'où le fait que ça arrive un peu tard. Fabien Sénateur-Gay disait que les acteurs n'avaient pas de l'information. C'est normal, c'est que tous ces calculs doivent être faits. Donc RTE est là en tant que fournisseur de l'ensemble des données de consommation sur le territoire national. Et sur la hiérarchie ENR nucléaire, je pense qu'il y a un point que je n'ai pas cité dans mon propos introductif, mais sur lequel je voudrais revenir. Je regarde l'heure parce que Terega va nous attendre, mais ce n'est pas grave. C'est pas la même temporalité. C'est-à-dire le nucléaire, le nouveau nucléaire tel qu'il est lancé, il est lancé maintenant. Les mécanismes de financement sont en train d'être étudiés pour ensuite qu'une décision puisse être prise pour savoir comment on finance le nouveau nucléaire. Et les prochains réacteurs nouveaux nucléaires arrivent autour de 2035 dans une hypothèse favorable. D'ici là, on a un pic de besoins électriques qui est majeur. Et donc, ce qui peut y répondre, ce sont les renouvelables. Donc, il ne faut vraiment pas opposer les deux. Et je pense qu'on ne peut pas se dire, si on relance suffisamment de nucléaire, on n'a plus finalement besoin de nouveaux renouvelables. On a vraiment besoin des deux. Et notamment dans la temporalité, on a besoin du renouvelable, le offshore, mais pas que, dans les 10 prochaines années.
Et quand le nouveau parc nucléaire arrivera, c'est aussi le moment où une partie des réacteurs actuels sera prolongée jusqu'à 60 ans ou pas. À ce moment-là, on aura peut-être un petit peu plus de flexibilité, de marge de manœuvre sur le choix sur le parc. Mais pour l'instant, c'est les ENR, toutes ENR confondues, qui nous permettent de passer le pic à venir qui est extrêmement important pour 2030-2035. Monsieur le sénateur Bu, votre question sur l'Union européenne de l'énergie est très ouverte. Donc, ça mériterait une audition à part entière. Pour l'instant, les choix, c'est un marché unifié et un mix énergétique qui reste sous compétence nationale. Pour moi, c'est important que le mix énergétique reste sous compétence nationale. Mais donc, une Union européenne de l'énergie, sinon, ça pourrait probablement aller un cran plus loin. Sur l'inflation, les prix de la molécule, enfin des électrons, enfin de l'électricité elle-même ou du gaz ont baissé, mais le gaz est vraiment revenu à un niveau assez bas, l'électricité c'est revenu à un niveau intermédiaire, avec une prime de risque qui n'est pas complètement négligeable encore entre l'Allemagne et la France. Après, les tarifs de réseau vont finir par peser un peu, c'est-à-dire ce qu'on se dit là sur les enjeux sur les réseaux vont finir par peser de façon non négligeable sur les tarifs finaux. Sénateur Rietmann, je crois que j'ai répondu. Sur la fin des TRVG, on a par ailleurs fait une offre de service aux organismes HLM et aux collectivités territoriales. Donc pour les organismes HLM, avec l'USH, on travaille à un guide pratique et un appui à la contractualisation. On sort ce guide pratique, je crois, fin juillet. Donc on a une coopération vraiment rapprochée avec le monde du parc social pour aider les organismes, que ce soit des ESH ou autres, ou des OPH, à contractualiser. Et on a fait la même offre de service à l'AMF pour voir si on pouvait travailler avec les collectivités locales. Il faut qu'on le fasse à d'autres associations de collectivités pour voir si on peut travailler au mode de contractualisation pour aider en particulier les petites collectivités à trouver comment contractualiser. Madame la sénatrice Loisier, sur le bois énergie, on n'est pas directement compétent. On n'a aucune compétence directe dans ce sujet. Après, on est compétent quand on voit la biomasse arriver dans le mix énergétique en cogénération ou sur de la production électrique. Je pense que le bois énergie, pour les réseaux de chaleur en particulier, c'est probablement vraiment une solution. Ça mène à la question de savoir comment est-ce qu'on travaille de façon transversale sur toutes les énergies à l'échelle locale. Parce que nous, on a une vision forcément nationale. Et à l'échelle locale, c'est là où on remet en cohérence les approvisionnements des réseaux de chaleur, les approvisionnements en gaz et en biogaz, les éventuels développements locaux en électricité et en bois énergie. En tout cas, pour moi, c'est une filière indispensable dans la PPE. Oui. C'est quand même un sujet cogénération, notamment dans le même esprit que la question de la présidente, pour les industries de la filière bois qui peuvent ainsi produire leur propre électricité. Et ça, c'est un élément de compétitivité de ces entreprises qui est décisif aujourd'hui. Bon, c'est un point qu'on couvre partiellement par les tarifs et sur lequel on sera vigilant. Pour le sénateur Salmon, oui, les 10 à 15 années difficiles sur les réseaux, ça c'est sûr qu'ils arrivent. Mais on essaye d'accompagner ça au mieux. On a parlé des rebours. Sur l'effacement, oui, nous, on a recommencé à travailler sur tous les mécanismes de flexibilité pour voir comment est-ce qu'on les positionne. On a aussi tout le mécanisme de capacité qui peut jouer. Il y a la production, il y a les réseaux et il y a la flexibilité au sens large du terme. Et on a vraiment besoin des trois, donc on retravaille sur l'effacement. Et pour Madame la Présidente, sur les méthaniseurs, il y a eu beaucoup d'ajustements récents faits pour essayer de permettre le dépassement du Cmax, qui est la consommation maximum, plusieurs fois sur une période de 2 ans, alors qu'avant c'était 1 an, et pour donner des flexibilités de ce type. Donc le ministère y travaille, on y a travaillé avec eux. Il y a un certain nombre de décrets et d'arrêtés sur lesquels on a délibéré récemment, il me semble, en donnant un avis favorable. On a effectivement besoin de donner un peu de flexibilité au monde de la méthanisation qui, lui aussi, a été très frappé par les variations de consommation et par les variations de prix. Bien. 11h44, mission accomplie, Madame la Présidente. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu de façon complète à l'ensemble des questions de mes collègues. Et puis, voilà, vous souhaitez bonne continuation dans vos fonctions. Voilà, merci beaucoup. Madame la Présidente. Et vous souhaitez aussi de bonne continuation dans vos fonctions jusqu'à la fin. Merci beaucoup.